Bonjour à toutes et tous, salut les artistes, ça y est, je suis en live et vous êtes 8 présents, 11, 12, ça commence à arriver, c'est trop bien. Je suis trop contente d'être avec vous ce soir, vous étiez hyper nombreuses. Je dis nombreuses parce que je crois qu'il y avait, allez, 150 femmes et le reste, c'était des hommes inscrits. Mais voilà, nombreuses et nombreux à vous être inscrites et inscrits ce soir pour me rejoindre lors de ce live. Donc vraiment, merci beaucoup. Je suis trop contente. Je suis trop contente aussi de recevoir tant de messages suite à la sortie du podcast aussi, être artiste, que peut-être certaines et certains d'entre vous écoutent, puisque j'ai reçu de nombreux très gentils mots. Donc vraiment, merci, merci beaucoup pour ça. Et donc ce soir, on va être ensemble pour une grosse heure à peu près sur ce live, sur cette masterclass. Et je vais attendre voilà quelques toutes petites minutes que tout le monde arrive. Et puis ensuite, je commencerai. J'espère que vous allez bien. Pour votre information, peut-être, si c'est pas déjà fait, je suis sûre qu'il y a des bons et des bonnes élèves là qui ont déjà leur papier, leur stylo et tout. Pour celles et ceux qui n'ont pas pensé, prenez un carnet, prenez en tout cas de quoi noter, puisque j'ai essayé de mettre le maximum de valeur ce soir dans la masterclass. Et j'ai un gros programme. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver ça enrichissant et normalement, vous aurez envie de prendre des notes. Donc si c'est pas déjà fait, vous avez quelques petites minutes pour aller chercher ça de votre côté. Voilà. Pour ma part, je vais lancer un petit chrono pour être sûr de pas trop parler et rester quand même dans les temps, d'autant plus que je voudrais qu'on dédie quand même une fin de cette masterclass potentiellement à des questions-réponses. Donc voilà, on est quand même assez timé, on a un gros programme. Je vais partager mon écran pour démarrer la présentation. Hop, voilà, normalement, vous voyez mon écran. Je veux bien un petit pouce levé dans le chat pour que vous puissiez me dire voilà que tout est OK, que tout est OK aussi au niveau son et que on va pouvoir démarrer ensemble. Voilà. En tout cas, un grand merci d'être là ce soir. J'ai essayé de prendre un créneau horaire. Ah merci, je vois vos petits OK. Et puis Samuel qui est co-host me dit que tout est bon, donc c'est top. Oui, au sujet de l'horaire, j'ai essayé de prendre une heure post-journée de travail et en même temps, voilà, pas trop tard non plus et pas trop tôt non plus pour ceux qui ont des enfants. Donc voilà, aujourd'hui c'est 19 heures et puis plus tard, je pense que mes lives seront peut-être une heure plus tard à 20 heures pour être sûr peut-être que les enfants soient couchés et que tout soit réglé sur le plan familial, puisque je sais que certains et certaines n'ont pas pu venir pour cette raison. Mais dans tous les cas, il y a un replay, il y a un live. Voilà. Il est 19h03. Je vous propose qu'on commence doucement et les retardataires arriveront pendant la toute première partie qui est introductive. Alors oui, dernier détail, ne m'en voulez pas, je suis enrhumée, donc je risque d'éternuer et de me moucher parfois pendant cette masterclass. C'est pas glamour, mais que voulez-vous? La fatigue et les derniers virus de la fin de l'hiver m'ont eu. Donc allez, je vous propose qu'on démarre. C'est parti. Donc, bienvenue à ma masterclass Fais de ta vocation ton métier. Je suis hyper contente de vous accueillir ce soir dans cet espace digitalisé. Euh, je vais introduire ce live par vous parler brièvement de moi parce que je pense que certaines et certains me connaissent, mais d'autres pas. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et pourquoi aussi je suis avec vous ce soir. Pourquoi j'aime tant les artistes, pourquoi je travaille avec elles et avec eux depuis tant d'années et comment je suis tombée dans cette marmite. Donc moi, je suis proche des arts depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi dans un tout petit village de 5000 habitants, dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Et j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup de culture. J'étais une enfant de la télé. Je sortais pas beaucoup au musée. Et malgré ça, je sentais que j'avais une appétence, un attrait pour ce qui était poétique dans la vie. J'arrivais à entrevoir qu'il y avait des possibilités dans chaque chose. Et je ne savais pas, en fait, que j'étais vraiment prédestinée aux arts. C'est plus tard que l'enseignement de l'histoire de l'art a été une vraie révélation dans ma vie, vous vous en doutez, parce que comme j'ai pas grandi dans un milieu où
On m'avait appris tous ces codes, tous ces courants artistiques, tous les artistes majeurs qui ont composé notre histoire et qui ont dessiné l'histoire de l'art. Quand j'ai découvert tout ça au travers d'un professeur qui s'appelle Laurent Grison, je m'en rappellerai toute ma vie, eh bien, j'ai eu l'impression que mes yeux s'ouvraient vraiment. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, les artistes, c'est pour moi essentiel. Et donc après les yeux, c'est le cœur que ça m'a vraiment ouvert. Et j'ai eu l'impression vraiment d'avoir voilà les portes un peu de mon avenir qui s'entrouvraient. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans à peu près à cet âge-là, ouais, à cette époque-là. Et donc j'ai vraiment compris que je voulais mettre mes compétences professionnelles, parce que j'ai su très tôt que je voulais rentrer dans le monde du travail, travailler, pas faire des grandes longues études en fac, mais rentrer dans quelque chose de très proactif. Voilà, c'était tôt déjà, c'est arrivé tôt dans ma vie. Et donc, je me suis dit, puisque être au contact des artistes, c'est vital pour moi et que j'ai envie de travailler, eh bien, j'ai envie de mettre toutes mes compétences au service des artistes pour les aider à se développer. Donc, concrètement, si on avance un petit peu dans le temps, sinon on y passerait des heures, il y a 11 ans, j'ai fait mes premiers pas après des premières études en galerie d'art. D'abord en province, à Toulouse, et puis après, quand je suis arrivée à Paris pour terminer mes études. Et j'ai également travaillé après les galeries d'art et cet univers-là en agence de communication spécialisée dans l'art contemporain et plus spécialement dans l'univers des relations presse, du conseil et de l'e-réputation. Voilà, c'est une agence parisienne qui m'a beaucoup appris. Et puis ensuite, après le monde de l'art contemporain, j'ai évolué dans le monde de l'entreprise, avec un grand E, dans des fonctions plutôt marketing et communication interne. Et là encore, puisque j'avais toujours envie d'être aux côtés des artistes, même dans l'univers de l'entreprise, j'ai eu envie encore et toujours d'intégrer les arts, d'intégrer la création artistique. Et donc, j'ai pu développer un programme de mécénat avec une entreprise dans laquelle j'ai travaillé et également des opérations dans d'autres entreprises où j'ai fait venir des artistes pendant de l'événementiel d'entreprise, notamment. Donc voilà, j'avais très envie que les artistes et l'entreprise se nourrissent. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai créé la mienne avec mon associé Samuel Goupil. Samuel qui est le co-host ce soir, encore, toujours mon associé à la vie comme au travail. Et nous avons créé notre entreprise Artwork in Promesse, qui est une agence artistique qui a vocation à rassembler les artistes et le monde de l'entreprise pour que ces deux sphères, que d'apparence tout oppose, s'enrichissent et se nourrissent l'une et l'autre. Voilà. Et à côté, on a développé Calliope. Donc, c'est la même entreprise. Hein. Calliope est juste une marque autre. Et Calliope, c'est plutôt dédié aux particuliers, aux collectionneurs qui ont envie de collectionner autrement et d'avoir une approche plus intime de l'acquisition artistique, en soutenant un artiste, potentiellement en ayant une œuvre de commande, en ayant une rencontre, en tout cas, chaleureuse, vous l'avez compris, c'est un petit peu la signature de la maison, pour que l'acquisition et l'expérience artistique se fassent autrement que dans le marché de l'art, qui est parfois, je trouve, qu'on se le dise, un petit peu froid. Donc voilà mon aventure professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, merci à vous, parce que sans cette masterclass, je n'aurais pas autant regardé en arrière et j'aurais pas fait ce bilan. Ça fait du bien parfois de regarder dans le rétroviseur. Et Artwork in Promesse et Calliope, depuis du coup 7 ans à peu près, c'est plus de 100 projets et plus de 100 projets avec plus de 60 artistes qu'on a soutenus financièrement, concrètement, à travers les projets qu'on a réalisés avec ces entreprises, ces marques ou même ces particuliers, ces ventes, donc qu'elles soient de commande ou non. Donc, c'est une aventure merveilleuse qu'on est très heureux encore de continuer, encore et toujours. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années, pendant tout ce temps où j'ai travaillé? J'ai pu observer que très souvent, on nous ramenait à une dualité. Très souvent, j'ai l'impression qu'on oppose, vous savez, ce fameux cerveau droit et ce cerveau gauche. Comme si, finalement, il y avait d'un côté les personnes qui étaient entrepreneurs et de l'autre côté, les artistes. Comme si d'un côté, il y avait l'art, la sensibilité, les créations, la poésie, et de l'autre, tous les enjeux de communication, de marketing, de business, d'argent. Et moi, je crois, et c'est aussi pour ça qu'on est ensemble ce soir, c'est ce que je voudrais vous transmettre, puisque c'est ma conviction, que il y a tout intérêt à ouvrir un petit peu son esprit
à ouvrir ses chakras, comme on dit, j'adore ce mot, pour oser en fait l'apprentissage et croiser finalement ces deux sphères. Parce qu'on peut très bien être artiste et vouloir gagner de l'argent, ok. On peut très bien être dans la création, être un créateur, une créatrice et oser peut-être vouloir se vendre et aimer ça. Et surtout, on peut l'apprendre. Et on peut l'apprendre en étant encore soi, sans se trahir, vous savez. On entend souvent non mais moi je veux pas rentrer dans les standards du marché. À aucun moment, si vous êtes un artiste qui osez ce pas-là, si vous osez croiser comme ça ces deux sphères, vous n'allez vous trahir. Voilà, je crois vraiment, moi, profondément, et je l'ai observé, puisque j'ai vu des artistes qui ont osé ça, qui le maîtrisent et qui ont réussi, sans faire une croix et en donnant leur âme au diable, vous voyez. Donc, je voudrais vraiment commencer par briser vraiment cette idée reçue. Puisque être artiste, c'est avant tout une vocation, ça n'est pas un métier. Un métier, ça se choisit, alors qu'une vocation, ça s'impose à nous. Je dis ça s'impose à nous parce que celles et ceux qui me connaissent bien savent que je suis aussi artiste puisque je danse. Donc, je sais aussi ce qu'est avoir une âme d'artiste et donc je vous comprends. Donc, je sais qu'on ne choisit pas toujours d'être artiste. Par contre, on peut choisir d'en faire son métier, ok. Et c'est parfaitement ok de choisir aussi de ne pas le faire, puisque je crois moi que être artiste, c'est pas forcément être artiste à temps plein, dédier sa vie à ça, vivre de son art. Voilà, je crois qu'on peut être artiste et faire autre chose à côté. Je ne crois pas à, vous savez, la mission de vie, ce genre de choses. Je crois que notre vie peut être pétri de plusieurs missions. Et je crois que voilà, être artiste, c'est avant tout quelque chose qui s'impose à nous, mais de se professionnaliser pour en faire un métier, je crois que c'est un tout autre engagement. Et moi, c'est l'engagement que je veux défendre aujourd'hui, puisque vous l'avez compris, avec mon expérience passée, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu mettre en place concrètement pour des artistes, et ben aujourd'hui, je veux vous le transmettre et je veux vous donner toutes ces clés que j'ai pu moi utiliser pour signer des gros contrats avec le secteur privé, pour sortir un petit peu des standards de comment on vit de sa vie d'artiste, voyez, pour imaginer autre chose et être plus serein dans sa carrière artistique. Donc moi, je crois qu'on doit un petit peu bousculer cette vision et oser se professionnaliser pour aller vers la notion de métier d'artiste et dépasser juste cette vocation qu'on ressent. Ok. Donc, en deuxième point, pourquoi on est ensemble ce soir? Je voudrais casser l'idée reçue que votre métier, du coup, puisque si vous êtes dans cette masterclass, c'est que vous avez choisi de faire de votre vocation un métier. Je voudrais casser l'idée reçue que, en tant qu'artiste, vous ne devez pas vous vendre ou vendre, tout simplement. Comme si finalement ça appartenait à quelqu'un d'autre. Voilà, je crois que le mythe de l'artiste, il est encore très tenace aujourd'hui. Il entretient l'idée que vous devez seulement créer, et que les acheteurs vont venir à vous, que des tiers comme des agents ou des galeristes doivent vendre pour vous. Je crois, moi, parce que je l'ai observé, que sur le court, moyen et long terme, ce mythe produit un immense sentiment de solitude, des attentes qui sont projetées aussi sur les autres, et par conséquent, des frustrations, des déceptions. Je sais aussi que d'autres ont compris déjà et se mettent en mouvement. Je sais que certains et certaines qui sont dans cette masterclass agissent déjà, qui ont déjà brisé ce mythe et tentent de prendre contact déjà, par exemple avec des galeries ou d'autres parties prenantes qui peuvent être dans l'écosystème d'un artiste. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de découragement devant la non-réponse et à juste titre, c'est très décourageant de rester dans l'action et de continuer à démarcher quand personne ne nous répond ou même qu'on ne nous répond pas à la négative. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a 2191 galeries d'art contemporain qui ont été recensées en France, sachant que une partie de ce chiffre concerne aussi des galeries de second marché. Vous savez, second marché, c'est les galeries qui revendent des œuvres qui ont été vendues une fois dans le circuit de l'art dans le marché de l'art, quoi. Alors que les galeries de premier marché, c'est quand on expose et quand on vend des productions qui sont sorties de l'atelier, en quelque sorte. Donc, 2191, c'est le nombre de galeries et 30 779, c'est le nombre d'artistes plasticiens, avec plasticiens, peintres et sculpteurs référencés uniquement. Et la source, c'est le Journal des Arts qui a écrit un article fascinant sur le sujet en 2022. Donc, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de pas évident et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde.
notamment dans ces parties prenantes, je dirais, traditionnelles du marché de l'art. Donc, moi, je suis là ce soir avec vous pour vous dire, chers artistes, il est temps de sortir de l'ombre, de jouer des coudes et de se mettre sur le devant de la scène, de prendre les projecteurs pour prendre sa place. Il suffit, on voit toujours les mêmes artistes et après, c'est l'engrenage de l'éclairage. Ceux qui ont le plus de lumière sont encore mis en lumière et c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est toujours les mêmes potentiellement après qui circulent, qui ont les prix et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas vu, pas représenté, peu visible, pas à Paris, qu'on doit rester dans l'ombre, qu'on doit rester petit, qu'on se sent petit. Moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et surtout que tout le monde a son marché finalement. Donc, je crois que les artistes ont tout intérêt à agir comme des entrepreneurs et à maîtriser la communication, le marketing, la vente et la gestion de projet pour arriver à prendre leur place et eux aussi et elles à être en lumière. D'accord ? Il est essentiel de créer votre propre marché. Ce monde de l'art, ce marché de l'art, il est fascinant. En même temps, il est snob. On ne sait pas comment se positionner par rapport à lui. Il nous fait envie et en même temps, il nous fait peur quand on est artiste. Donc, moi, je crois qu'on doit se concentrer sur une chose essentielle. C'est tout d'abord, quand on est artiste, de créer son propre marché, de l'identifier et de s'implanter à l'intérieur de son propre marché. Vous allez voir, on fera une métaphore culinaire un peu plus tard. Donc, il est essentiel de créer votre propre marché à vous et de rentrer dans ce que j'appelle moi une forme d'activité maligne. Derrière activité maligne, j'entends en fait l'inverse de une forme de passivité. Vous devez créer des ponts qui n'existent pas encore entre votre ou vos activités d'artiste et des parties prenantes multiples que vous allez aller chercher. Je crois que c'est vraiment ça la clé. Je parlais de métaphore culinaire, on y vient. Il ne s'agit pas de créer pour rentrer dans le moule, mais plutôt de créer et de trouver le moule adapté, voire créer son moule. Je prends un exemple un peu concret aussi pour aller plus loin. Je reçois beaucoup ce genre de sollicitations. Donc, j'ai anonymisé évidemment parce que sinon, c'est pas sympa. Je reçois des sollicitations puisque on vient me chercher pour être agent. Chère madame, donc c'est Didier qui m'écrit, je suis à la recherche d'un agent pour communiquer, trouver des espaces pour exposer mes tableaux et installations. Vous trouverez ci-joint les coordonnées de mon site internet. Même si ce mail va droit au but, ce que j'apprécie beaucoup, il y a plein de choses qui seraient à revoir dans sa démarche et dans sa prise de contact, mais surtout, ce que j'ai envie d'expliquer à Didier et ce que j'ai déjà fait, c'est que il n'y a pas là intérêt à avoir un agent. Je suis à la recherche d'un agent pour communiquer, trouver des espaces pour exposer mes tableaux et installations. Vous n'avez pas besoin d'agent pour ce genre de choses, vous les artistes. Et d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas besoin d'un agent du tout. C'est pas quelque chose qui est, vous avez compris ma pensée, obligatoire. Et surtout toujours nécessaire. Pourquoi ? Le quotidien d'un agent artistique, c'est celui-là. J'ai présenté déjà ce graphique le 16 janvier dernier quand j'ai annoncé la sortie de mon programme Maslow lors d'un événement super à la NFT Factory organisé par Art Girl Gallery. Bref, je voulais vous le repartager ce soir pour que vous vous rendiez vraiment compte. Voici en fait ce qui compose le quotidien d'un agent. Donc j'ai mis quelques pourcentages pour que vous puissiez décortiquer un petit peu tout ça. Relationnel réseau, 30% du temps. Parce que si on doit vendre et mettre en lumière un artiste, il faut qu'on s'implique, et parfois même le soir, dans des vernissages, des soirées un petit peu mondaines, pour mettre en lumière les artistes qu'on représente et trouver potentiellement des opportunités pour elles. Et le relationnel et le réseau, c'est essentiel dans ce job. Vous avez aussi la partie coordination de projets rémunérés, des projets de commande, des projets de collaboration, des ventes qu'on doit closer en tant qu'agent avec des collectionneurs, ce genre de choses. Mais il y a aussi coordonner des opérations d'image et de notoriété. C'est la partie rouge, là où le pourcentage n'apparaît pas. 20% du temps aussi, pour, par exemple, gérer des reportages dans la presse ou des opérations de partenariat, d'exposition caritative. Vous voyez, toutes ces opérations qui mettent en lumière aussi les artistes, qui leur créent des opportunités pour leur image, leur notoriété, mais qui ramènent pas de chiffre d'affaires pour l'artiste.
Il y a aussi toute une partie création, conception. Il faut bien faire des dossiers, il faut bien mettre à jour des documents, des portfolios, réaliser des campagnes pour les mettre en lumière. Et ensuite, vous avez toute une partie de prospection commerciale. Hein, c'est 20% du temps. Il faut bien aller chercher les projets qui sont rémunérateurs pour les artistes et pour nous, que ce soit des projets d'exposition ou même, voilà, comme je le citais plus tôt, des projets de commande, des projets de collaboration avec le secteur public, le secteur privé, tout ce qui va faire aussi que l'artiste va gagner sa vie. Et ensuite, il y a évidemment toute une partie dédiée à la veille de projet, par exemple, voilà, des appels à projets, des appels d'offres, des résidences, des prix auxquels les artistes pourraient postuler, et tout ce genre d'opportunités. Voilà. Et pour terminer, parce que c'est quand même important, toute la partie soutien, écoute, rassurer, encourager, conseiller. Pourquoi je vous présente tout ça ? Je vous présente tout ça pour que vous compreniez que l'énorme majorité du temps passé d'un agent, c'est du temps qui est non rémunéré. Et que la réalité, on rentre un petit peu dans des chiffres hein, pour que vous puissiez vous projeter. On va admettre, on va prendre l'hypothèse que vous avez actuellement un chiffre d'affaires de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel en tant qu'artiste. Voilà. Si vous avez un agent, cet agent, il va être bon, normalement, si vous avez bien choisi, et il va vous faire gagner davantage. OK ? Donc concrètement, si un an après, vous avez collaboré avec un agent et il vous ramène 15 ou 20 000 euros dans l'année, cet agent, avec sa commission, il va à peu près gagner 30 000 euros dans l'année, seulement pour avoir fait tout ce que je vous ai montré. Donc voilà pourquoi un agent a très souvent besoin de travailler pour plusieurs artistes pour pouvoir gagner sa vie. Et du coup, s'il travaille pour plusieurs artistes, ben, il ne va pas donner 100% de son temps sur votre cas à vous. Ou alors, les agents ont très besoin souvent de travailler aussi pour des artistes qui vendent déjà. Et vous, si vous êtes dans l'étape, dans le parcours de votre carrière où vous avez besoin de vendre davantage, d'être plus visible, d'avoir une meilleure image, c'est pas forcément vers vous que les agents vont se tourner. Même si, évidemment, on est bien d'accord, les agents sont pleins de passion, ils font des paris sur les artistes qu'ils veulent représenter. Mais quand bien même, il faut aussi, et elles, qui gagnent leur vie. Voilà pourquoi je crois que vous avez davantage intérêt à apprendre ce que fait finalement un agent pour vous-même vous mettre dans une dynamique proactive et vous dédier à votre carrière, vous dédiez-vous à vous-même et à vos opportunités. Pour vivre, un agent doit vendre, alors que votre intérêt à vous, c'est de suivre vos propres objectifs de carrière. J'ai même entendu finalement aussi des histoires où parfois il y avait un peu conflit d'intérêts parce que l'agent doit faire rentrer des opportunités commerciales. Hein, on va utiliser ces mots. Hein. De toute façon, avec moi, on va grave dans le jargon entrepreneurial. Attachez vos ceintures. J'ai aucun complexe là-dessus. Et alors que l'artiste, finalement, lui, avait des aspirations autres. Intégrer des résidences, postuler à des prix, intégrer des projets et des institutions culturelles qui ne sont pas super rémunératrices, qu'on se le dise. Donc voilà pourquoi je crois que vous devez être votre propre agent et votre meilleur agent pour défendre vous-même vos propres intérêts. Vous pouvez plus tard, parce que je crois qu'il faut être avancé dans son parcours pour être représenté par un agent, quand vous arrivez à grimper vraiment tous les échelons et qu'au bout d'un moment, un agent d'envergure peut vous faire encore passer une très grosse étape, oui, je ne dis pas qu'il faut refuser les collaborations avec les agents. Je dis que vous avez tout intérêt pour commencer, en tout cas, à vous débrouiller sans eux et sans elles. Parce que, de toute façon, rappelez-vous, vous êtes plus de 30 000 artistes et de toute façon, il n'y aura pas des agents pour tout le monde. On avance. J'espère que je ne parle pas trop vite. Si je parle trop vite et que vous avez besoin que je ralentisse un petit peu, n'hésitez pas à me le dire. Samuel me fera un signe et je ralentirai un petit peu la cadence. Ok. Je vais boire un petit coup et n'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des choses qui ont été impactantes. Je me rends compte qu'il est 19h24 et que je suis qu'au point 3. Mes ambitions pour cette masterclass ont été assez hautes. Tu as dit 30 000 euros de revenus pour l'agent. C'est 3 000, ils ont corrigé. 3 000 ? J'ai dit 30 ? Oui. Ah non, j'ai été un petit peu ambitieuse. Non, il y avait bien écrit 3. Je sais plus. Ouais, non, c'est 3 000, évidemment, vous l'avez compris. Non, 30 000, c'est pas le ratio, en tout cas, que je vous ai proposé. Ok, donc on avance. On va poser ensemble des premières pierres ce soir, puisque c'est quand même le but de cette masterclass, de rentrer en action et de poser des premières pierres pour votre stratégie, puisque moi, je crois que la stratégie, c'est le point de départ
d'être un artiste entrepreneur pour concrètement se poser les bonnes questions pour sa carrière et savoir par où commencer, par où aller. Parce que quand on n'est pas artiste entrepreneur dans l'âme et qu'on se met dans cette démarche justement, puisque vous êtes sensible à la conviction que je vous partage ce soir, il faut bien un début. Donc, je suis aussi là pour vous guider dans cette masterclass pour ça. Pour commencer une stratégie, puisqu'il y a autant de stratégies d'artistes qu'il y a d'artistes, vous vous imaginez bien, avant d'être des artistes, vous êtes des individus et vous n'avez pas tous et toutes les mêmes ambitions de vie. Vous n'avez pas toutes et tous les mêmes bagages de départ déjà. Et voilà, vous avez envie de mener votre vie d'homme et de femme en plus de mener votre vie d'artiste. Donc, vous devez construire votre stratégie qui sera singulière, ça sera la vôtre. Et pour cela, je crois beaucoup que vous devez vous concentrer sur vos besoins concrètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon programme s'appelle Maslow, puisque je vous partage là la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins des individus. Voilà, vous savez que quand on commence par le bas, on a nos besoins qui sont physiologiques, hein, c'est ceux qui sont vitaux. Et puis, pour grimper les besoins de la pyramide de Maslow, il faut assouvir les premiers. Donc, quand vous avez vos besoins vitaux qui sont de manger, de boire, de vous reproduire, vous pouvez ensuite penser à vos besoins de sécurité. Et quand vous avez tout le socle de la sécurité qui est bien installé dans votre vie, vous pouvez envisager de vous soucier de ce qui concerne le sentiment d'appartenance, de se sentir appartenir à un groupe. Vous avez également besoin de reconnaissance, c'est l'étape supérieure, et là on touche le besoin finalement d'estime de soi, et enfin le besoin d'accomplissement. Donc la question que j'ai envie de vous poser, et qui sera à mon sens le point de départ de votre stratégie, c'est où en êtes-vous dans votre pyramide? Où en êtes-vous? Quel est finalement votre besoin qui résonne le plus aujourd'hui avec votre vie d'artiste et votre vie même tout court? Une fois que vous avez la réponse et que vous savez un petit peu vous situer, je vous invite à réfléchir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours d'artiste. Voilà, prenez un peu le temps, faites le point. Est-ce que vous venez finalement de vous lancer? Est-ce que vous êtes encore dans les débuts, entre 1, 2 et 5 ans, que vous pratiquez, que vous vous engagez dans ce parcours d'artiste? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez un peu dans un entre-deux? Ça fait entre 5 et 10 ans que vous vous engagez pour votre art, ou est-ce que même vous avez dépassé ces 10 ans et que vous avez l'impression de stagner et que vous aimeriez vraiment passer l'étape supérieure parce que là, ça commence à devenir un petit peu difficile pour vous et que vous posez plein de questions. Enfin bref, deuxième point, après avoir défini vos besoins, définissez où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, où est-ce que vous vous sentez. Et enfin, le troisième point, c'est quelles sont vos envies? Quelles sont vos envies? Parce que quand on est artiste, on a finalement 3, je dirais, priorités à classer, parce que évidemment, on peut pas avoir les 3 en même temps. Alors, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance, et vraiment, croyez-moi, c'est très rare. Est-ce que votre priorité, c'est de vous concentrer sur vos ventes? Est-ce que votre priorité, c'est de vous concentrer sur votre image et du coup, la validation du milieu, la validation de vos pairs dans le monde de l'art? Ou est-ce que votre objectif, vos envies, c'est d'avoir de la notoriété et d'être connu? Voilà. Moi, je crois que pour démarrer sa stratégie, on a besoin de se poser toutes ces questions et de savoir quelle trajectoire on veut prendre. On peut aussi en choisir 2 qui vont un petit peu canaliser voilà aussi la direction qu'on va prendre et qui va voilà, définir la stratégie de votre vie d'artiste. Si concrètement on prend des exemples, je vais les présenter après. Votre stratégie d'artiste, c'est le chemin entre vos besoins en tant qu'individu et vos envies. Et vous devez aligner votre stratégie à la vie que vous voulez. Tout objectif sans plan, c'est juste une idée. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit ça et je trouve que c'est extrêmement juste. Ça résonne beaucoup. C'est bien de savoir là les premières pierres de votre stratégie. Maintenant, il va falloir les transformer en objectifs très concrets. Votre stratégie, elle sera composée de plusieurs objectifs. Par exemple, si vous avez un besoin de sécurité, et que votre envie aussi à côté, votre priorité, c'est de vendre, on pourrait tout à fait imaginer que vos objectifs et dans votre stratégie, il va y avoir multiplier mes marchands, créer un événement de vente comme un open studio ou une exposition. Et en 3, augmenter le nombre de mes canaux de vente.
Si votre exemple, c'est, un autre exemple, si votre besoin, c'est plutôt l'estime, que vous avez envie d'être reconnu et d'avoir ce sentiment de reconnaissance qui est nourri, et c'est parfaitement OK, et il faut pas avoir comment dire, un peu d'ego là-dessus en se disant oui, j'ai besoin de reconnaissance, c'est pas bien. Non, 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 non. Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin vital. Si vous avez dédié de nombreuses années de votre vie à votre art et que vous avez l'impression que c'est pas reconnu, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait humain. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez travailler dessus. Donc, on pourrait se dire que l'envie et la priorité que vous avez, c'est d'avoir la reconnaissance de vos pairs. Et bien, dans votre stratégie, là, on va davantage s'orienter sur candidater à des prix adaptés, potentiellement des résidences, participer à des salons, vous voyez, ce genre de choses, mais aussi travailler votre visibilité dans les médias et tisser des partenariats avec le monde de l'art, comme des galeries, des foires, des institutions culturelles, ce genre de choses. Et enfin, j'ai mis un dernier exemple. Si votre besoin, c'est plutôt lié à l'appartenance, que vous avez envie d'être plus connu parce que vous n'êtes pas à Paris, qu'il faut être visible dans ce monde de l'art et que vous vous sentez super seul, eh ben, on pourrait se dire que votre stratégie, c'est d'améliorer votre présence en ligne pour créer des connexions, créer des partenariats de communication, pareil pour accéder à un autre réseau, ou un réseau en tout cas qui est potentiellement près de chez vous, qui pourrait vous mettre en lumière. Il pourrait aussi avoir dans cette stratégie l'objectif de multiplier vos outils de promotion et enfin de construire ou de développer votre réseau existant. Vous voyez? Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez réfléchir et n'hésitez pas à commencer à noter votre finalement stratégie qui part de vos besoins, de vos envies et de votre priorité pour après concrètement les découper en objectifs extrêmement concrets au service de ces besoins et de vos envies. C'est comme ça que vous prendrez en fait les bonnes trajectoires et les bonnes directions. Il n'y a rien de pire que de prendre une trajectoire qui est en fait antinomique à ce qu'on veut vraiment. Par exemple, ça pourrait donner quelqu'un qui a réellement besoin de vendre et d'être plus confortable et plus serein dans sa sécurité, pyramide de Maslow 2, et qui en fait passe son temps à faire des posts sur Instagram qui ne font pas du tout la promotion de ses œuvres, sans prix par exemple, qui n'indiquent pas où les acheter, ni comment. Vous voyez, là, il y aurait une grosse dissonance entre ce qui est fait au quotidien, entre la stratégie, et en fait, ce qui est vraiment le socle de cette stratégie, à savoir vos besoins, vos envies. Voilà. Donc moi, je crois que c'est comme ça qu'on construit quelque chose de parfaitement malin et efficace. Je vous ai mis une petite slide qui peut vous aider peut-être à définir vos objectifs, avec un objectif numéro 1, un objectif numéro 2, un objectif numéro 3, après avoir défini votre stratégie qui concerne, vous l'avez compris, voilà, peut-être la partie vente, peut-être la partie image, peut-être la partie notoriété. Qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce que vous voudriez écrire en face de ces 3 premiers objectifs pour définir votre stratégie? Je vous ai également mis, parce que j'aime bien, moi, faire des trucs comme ça et tout. J'ai toujours aimé les carnets, les carnets qui challenge, qui donnent envie de se projeter et tout. Donc, je vous ai créé aussi un petit peu cette slide pour que vous puissiez vous projeter dans vos objectifs. Donc là, les 3 que je vous ai demandé d'écrire, c'est pour le mois, par exemple, qui arrive, que vous devez réfléchir et les mettre en place. Mais je vous invite aussi à réfléchir aux objectifs que vous allez avoir, par exemple, dans le trimestre, dans le semestre, dans l'année, et puis après même l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Posez-vous après cette masterclass, j'espère qu'elle vous aura nourri, et n'hésitez pas à réfléchir en fait à votre stratégie et du coup à vos objectifs sur le long terme. Je crois aussi que vous avez énormément besoin, les artistes, là, pour exploser dans votre carrière et en tout cas pour reprendre les rênes de votre carrière, d'audace et de confiance. J'ai croisé énormément d'artistes, vous l'avez compris, ces 10 dernières années, et je crois vraiment que c'est quelque chose qui revient encore et toujours chez tous les profils d'artistes, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur formation initiale. Il y a vraiment, vraiment une peur et une difficulté, en tout cas peu de facilité à aller vers l'audace et la confiance. Donc moi, j'adore vous encourager à ça parce que je crois que ce sont 2 valeurs qui sont vraiment centrales pour votre développement. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez travailler à affirmer votre positionnement d'artiste. Ok ? Et pour cela,
votre positionnement d'artiste, vous devez vous connecter à ce que vous voulez vraiment dire au monde en tant qu'artiste. Vous ne devez pas vous connecter à ce qui va plaire. C'est pas dans ce sens que je crois, moi en tout cas, que ça marche. Et là, on revient à notre métaphore culinaire. Finalement, pour pas rentrer dans un moule absolument, j'ai envie de vous dire à quoi ressemble votre moule à vous. Celui dans lequel vous voulez vous fondre, vous. C'est vous qui allez le créer, ce moule-là. Et pas vous adapter à un autre. C'est comme ça que vous allez affirmer votre identité d'artiste. Et c'est comme ça, je crois, que vous allez vraiment éclore. Alors, je vais vous aider. On va travailler ensemble pour construire votre moule, pour construire, en tout cas, réfléchir davantage à votre positionnement d'artiste. Je vous invite à travailler donc sur ces petits carrés que je vous ai mis, ces petites dalles, pour que concrètement, vous écriviez les mots et les valeurs qui définissent votre démarche d'artiste. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Réfléchissez, prenez un petit temps. Peut-être faites-le aussi après la masterclass si vous avez envie de prendre davantage de temps. Je vous comprends, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous aurez accès au replay, donc vous pourrez le revoir sans problème. Mais je crois que pour affirmer son identité d'artiste, pour bien la connaître, pour bien l'affirmer et après mettre les projecteurs dessus, vous avez tout intérêt à faire un genre d'introspection, pour vraiment savoir qu'est-ce qui vous définit et qu'est-ce qui est vraiment vous et qui n'est pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui est finalement votre moule. Donc en fait, on joue un petit peu à ce qu'on appelle être la carte mentale. C'est une technique qu'on utilise beaucoup dans l'entreprise et qui est, je trouve, très utile parce que au centre, vous pouvez mettre votre démarche, des premiers mots, et ensuite, avec tous les mots que vous avez écrits sur la slide précédente, le mot 1, le mot 2, le mot 3, le mot 4, ainsi de suite, vous allez vous poser la question de comment finalement cette valeur-là, intrinsèque à moi, elle est visible. Et d'un autre côté, vous allez aussi pouvoir réfléchir à qui partage ces valeurs et avec qui potentiellement je pourrais collaborer. Donc partez vraiment de qui vous êtes, de ce qui vient à vous quand vous pensez à votre démarche et comme ça, faites une espèce d'arbre et d'arborescence de tous ces termes que vous allez définir, de toutes ces valeurs pour les tirer au maximum et encore découvrir une autre valeur derrière qui se cache et surtout en vous questionnant sur comment vous la rendez visible au monde. Où est-ce qu'on le voit que vous êtes comme ça? Où est-ce qu'on le sent? Comment on peut le percevoir? Et ensuite, potentiellement, qui partage ces mêmes valeurs-là et qui pourrait être intéressé pour collaborer avec vous. J'ai mis des exemples, enfin un exemple, pardon, un peu concret. Je pense peut-être que l'artiste concerné est dans cette masterclass. Je ne dirai pas son nom, évidemment, mais je voulais penser à elle pour cet exemple. Et d'ailleurs, du coup, ça l'aidera beaucoup. C'est quelqu'un que j'accompagne en individuel, donc voilà, c'est cadeau. J'ai mis au centre son ADN. Elle réalise des œuvres qui protègent les mers et les océans. Je me suis mis un petit peu à sa place. Si je devais réfléchir à ses valeurs et aux mots qui définissent sa démarche artistique, j'aurais parlé d'océan, j'aurais parlé de plastique, j'aurais parlé de poésie aquatique, parce que c'est vraiment très présent dans son art quand on voit ses œuvres, quand on la rencontre. J'aurais aussi parlé de broderie, parce que c'est proche de sa pratique. Et j'aurais parlé également d'engagement, puisque concrètement, elle défend quelque chose en faisant naître ses œuvres. Elle donne un message. Et j'aurais parlé aussi de notion de pluridisciplinaire, puisqu'elle a une dimension très pluridisciplinaire dans sa pratique artistique. Elle touche à plein d'autres choses. Voilà. Et quand je tire finalement ces termes, ces valeurs, sa démarche, qu'est-ce que je trouve? Derrière Océan, ça me fait penser au fait qu'on peut sensibiliser grâce à l'art. Ça me fait penser qu'on peut protéger grâce à l'art. Et ça, on le voit dans sa communication, par exemple, sur les réseaux sociaux, où elle prend de plus en plus la parole pour parler de ces océans. Et finalement, elle crée de l'impact grâce à son discours. Mais j'aurais parlé aussi de rendre le beau plus puissant, même d'envisager potentiellement un rapport à la vie, à la mort, voire à une nouvelle nature morte. Quand on regarde voilà, son art, sa poésie aquatique, est-ce qu'elle n'est pas finalement en train d'inventer quelque chose de nouveau, cette artiste? Vous voyez? De l'autre côté, quand j'ai noté engagement, j'ai noté association, j'ai noté politique, parce que quand on est dans l'engagement, peut-être qu'on peut travailler potentiellement dans des événements liés au gouvernement, avec le ministère, par exemple, de l'Environnement, ou alors avec des associations qui sont concrètement engagées.
Vous voyez, le but de la carte mentale, c'est d'étirer ces idées, des premiers mots qu'on aurait posés, des premières pierres, pour aller plus loin et pour s'inventer un monde qui, à la base, n'avait pas été envisagé par nos soins. Voilà. Donc, utiliser la carte mentale, c'est très, très important. Ce que je voulais vous dire, c'est n'ayez pas peur, parce que parfois, ça peut être un peu effrayant quand on a ces mots comme ça devant nous et qu'on se dit « Oh là là, mais si j'ose dire que je me positionne comme ça, on va peut-être me dire « Non, mais attends, qui es-tu, toi, pour te dire comme ça en tant qu'artiste ?» Et ça vous effraie beaucoup en général, les artistes. Donc moi, j'ai envie de vous rassurer et de vous dire « N'ayez pas peur. Personne ne va vous dire « Vous n'êtes pas légitime pour parler de ça, madame l'artiste. Vous n'avez pas le diplôme en ou la certification, machin. » Allez vers ce qui vous impressionne. C'est là où les choses belles et puissantes vont se produire. Je crois que c'est comme ça que vous allez définir votre identité et qu'elle va être magnifique, elle va être singulière et que dans un second temps, vous allez devoir oser la mettre en scène et sous le feu des projecteurs. Voilà, même si c'est challenging, même si ça vous coûte, je crois que vous avez tout intérêt à le faire pour ne pas rentrer dans un moule, mais rentrer dans votre propre moule et distribuer votre moule et montrer qui vous êtes. Pour cela, concrètement, vous avez besoin d'outils, évidemment, pour après être sur le devant de la scène et diffuser à toutes les parties prenantes qui sont intéressantes pour vous dans votre écosystème d'artistes, cette identité, ce positionnement d'artiste. Donc pour cela, moi, je vous recommande une petite sélection d'outils là que je vous ai concocté spécifiquement pour ce soir. Il y a des outils qui concernent les sites internet, c'est le cas de Squarespace, de WordPress. Il y a des outils qui concernent les newsletters comme Substack, comme Mailchimp. Des outils qui concernent les réseaux sociaux. Évidemment, je n'allais pas vous dire utiliser Instagram, LinkedIn, pas des banalités. Donc, je suis là plutôt pour vous parler de Meta Business Suite, qui est vraiment l'outil Meta, donc Facebook/Instagram, pour vraiment parfaire sa visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi LinkedIn Ads, qui vous permet d'être beaucoup plus visible sur ce réseau qui est très professionnel, mais très intéressant quand on est artiste pour avoir des contacts, des potentiels collectionneurs, des potentielles relations avec le secteur privé, public, etc. Je vous ai mis également Google Workspace. C'est en fait la Google Suite, sauf que Workspace, ça vous permet avec une option un petit peu payante d'accéder à des fonctionnalités magiques, du genre le publi-postage avec un email. Ça, vous ne l'avez pas sur Gmail de façon classique. Et ça peut vraiment vous aider dans votre prise de contact, dans vos démarchages. Finalement, j'aime pas ce mot, il n'est pas joli, mais j'en ai pas trouvé d'autre pour que vous compreniez bien là où je veux en venir. Donc voilà, je crois que Google Workspace, c'est vraiment très utile et très complet. Pareil pour faire des visios, pour stocker tous vos documents, votre portfolio, transférer votre portfolio, le mettre à jour et que ça soit mis à jour directement si quelqu'un a son lien. Vous voyez, c'est très malin, c'est très bien fait. Plus que faire des PDF et renvoyer toujours des PDF à jour, ça vous prend des plombes. Et ensuite, à propos de prendre des plombes, je vous ai mis des outils aussi qui peuvent vous faciliter la vie, qui peuvent vous aider à vous organiser et à respirer un petit peu dans toutes ces tâches qui sont à réaliser. Puisque voilà, moi je crois que la productivité et la gestion du temps, c'est aussi quelque chose qu'on doit maîtriser quand on est artiste, parce que sinon, bah voilà, il y a le temps de création, il y a tout le reste. Donc maîtriser comment gérer son temps, c'est tout un art également. Et donc pour ça, je vous recommande Trello et Notion, qui sont vraiment des outils très précieux pour bien gérer vos tâches, vos priorités, vos projets, votre to-do list. Vraiment, vraiment, ça vous aidera beaucoup à vous professionnaliser et à vous structurer. Et enfin, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Canva, qui est vraiment une pépite et qui vous fera gagner énormément de temps sur tous les visuels pour mettre en lumière votre démarche artistique, comme on l'a vu, et pour incarner votre positionnement d'artiste et le partager. Voilà. Canva, c'est très précieux pour tout. Les réseaux sociaux, les bannières pour les newsletters, les bannières pour les réseaux sociaux, les réels, les vidéos, c'est extrêmement riche. Et enfin, je vous ai mis Calendly, qui est un module gratuit de prise de rendez-vous. Donc, si vous voulez, par exemple, organiser des rendez-vous dans votre atelier et que ça soit un petit peu automatisé, ou même lors d'une exposition ou un autre événement, pour rencontrer vos publics, vous pouvez gérer ça avec Calendly. Les personnes s'inscrivent pour vous rencontrer et en plus, devinez quoi, vous avez appris leurs coordonnées. Donc, ça vous permet de ranger ça dans votre fichier précieux pour continuer à les adresser par la suite. Voilà.
On va poursuivre, après ces conseils un petit peu pratiques, par des pièges qui existent et je voudrais voilà, vous les livrer pour pas que vous puissiez, pour que vous ne perdiez pas de temps ni de l'énergie pour rien. Donc, la première chose que je voudrais vraiment vous dire, c'est que même si c'est très difficile, essayez de vous concentrer sur ce que vous avez et pas sur ce qui vous manque. Parce qu'en fait, il y a plein de cordes à votre arc qui sont très précieuses, les victoires qui sont passées et les points forts que vous avez, vous en avez, c'est sûr. Ce sont vraiment, comme j'appelle, des fils d'Ariane qu'il vous faut suivre parce que ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous avez du mal à vendre, que vous manque de l'argent, qu'il vous manque, je sais pas, de l'inspiration, vous avez tendance à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et ça va faire qu'amplifier ce que vous n'avez pas. Alors que la réalité, c'est que vous avez des points forts, vous avez déjà accompli des choses, des succès, quels qu'ils soient d'ailleurs, des petits, des grands, bref, vous avez déjà des choses précieuses, des choses qui ont fonctionné. Donc concentrez-vous sur ça et concentrez-vous sur vos talents pour suivre en fait ce qui va vous mener jusqu'à vos rêves, jusqu'à vos grandes ambitions. Parfois, quand on regarde le but ultime, on se dit que c'est loin, que c'est inatteignable et que c'est décourageant. La vérité, c'est que si vous regardez un petit peu en arrière, vous avez déjà accompli des choses et avec la stratégie, les objectifs, les outils que vous allez mettre en place, notamment grâce à cette masterclass, vous allez petit à petit gravir les échelons de l'échelle jusqu'à vous rapprocher de votre but. Et n'oubliez pas que le moindre point fort est important, le moindre talent. Ça peut être avoir une belle plume, ça va vous permettre de faire des newsletters qui sont engageantes et de faire venir le public jusqu'à vous. Ça peut être d'avoir des contacts précieux déjà d'une ancienne vie ou d'un autre réseau ou d'une famille, j'en sais rien, le cousin de votre voisine. Vous avez forcément aussi des contacts qui peuvent changer les choses. Vous avez peut-être des belles références passées parce que vous avez déjà fait des projets d'envergure avec des belles marques ou des entreprises que vous pouvez valoriser pour en avoir encore d'autres si vous partagez et si vous mettez en lumière et sous les projecteurs ce que vous devez faire. Mais ça peut être aussi, par exemple, l'art de recevoir. C'est un talent aussi de recevoir et ça peut permettre aussi des opportunités. Et puis, par exemple, ça peut être aussi un bel atelier. Voilà, vous avez un bel endroit, servez-vous-en. Si vous n'avez pas de lieu qui vous représente, mais faites de votre atelier un lieu où vous allez recevoir, événementialisez-le. Et si vous avez un autre partenaire dans lequel vous présentez déjà, par exemple, votre travail, eh bien, réfléchissez à comment multiplier les opportunités, les moments de rencontre dans ce lieu, par exemple. Voilà. Donc, réfléchissez à ce que vous avez. Avec créativité, imaginez comment ces talents peuvent devenir des leviers de croissance pour vous. Je vous donne un exemple très concret. Si vous savez bien faire la cuisine, que vous savez bien faire à dîner, invitez des convives, des personnes que, par exemple, vous avez trouvées dans votre carte mentale ou avec qui vous avez eu finalement un contact, un échange, des connaissances lointaines, ou des personnes de votre réseau, de votre entourage qui connaissent d'autres personnes de qualité, organisez un dîner artistique autour de votre dernière série, par exemple, ou d'une thématique, ou même faites une petite rétrospective de tout ce que vous avez, et puis ça peut générer des ventes. Et si ça génère pas des ventes, ça va générer en tout cas de l'actualité, de la promotion, du bouche à oreille, ça va forcément créer quelque chose. Donc voilà, croyez vraiment en vos X-factors, comme j'aime les appeler. Le deuxième piège, c'est de ne pas communiquer. Voilà, je sais que ça ne concerne pas tout le monde dans cette masterclass, mais je sais aussi que ça concerne une partie. J'entends encore trop d'artistes dire non mais moi je communique pas, ça sert à rien, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là, ça sert pas à mon intérêt d'artiste. Bon, écoutez, voilà, moi je vais être directe. Je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout intérêt à penser comme ça. Je pense que vous avez intérêt à réfléchir comment communiquer de la façon qui est la vôtre, avec l'identité qui vous ressemble, de la façon qui vous ressemble, mais que vous n'avez pas du tout intérêt à pas communiquer. Voilà. Donc sortez de votre coquille, apprenez, utilisez des MOOC, ChatGPT, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais mettez-vous à la communication si vous êtes persuadé aujourd'hui que vous n'en avez pas du tout l'intérêt. Honnêtement, si vous voulez atteindre vos objectifs d'artiste, image, notoriété, vente, j'ai du mal vraiment à voir comment ça ne peut pas être possible de communiquer. Si par contre, vous avez une toute autre stratégie, parce que vous êtes très connu et que vous êtes, je sais pas, millionnaire avec une autre branche d'activité et que vous voulez pas communiquer sur votre vie d'artiste parce que ça fait pas bien ou quoi, j'en sais rien. Mais ça appartient à une autre stratégie, ok? Nous, on est là aujourd'hui pour parler de comment développer sa stratégie de vente, d'image, de notoriété. Et c'est obligatoire de passer par la case communication quand on veut aller vers ça. Et le dernier piège, il est lié au précédent aussi,
Le piège, c'est de communiquer pour communiquer et de se dire, non mais attendez, moi, il faut que je communique là pour me développer. Donc, je poste, je raconte des choses, je poste, je publie, je fais des réels. Mais je fais des réels pour faire des réels. Et je réfléchis pas vraiment à ce que je mets dedans, ni à qui je m'adresse, ni pourquoi je le fais. Et du coup, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps. Et en fait, en plus, le pire de tout, c'est que ça n'a pas d'impact. Donc, sachez vraiment que communiquer, c'est aussi tout un art. Ça n'est pas juste envoyer de l'information, communiquer. C'est s'assurer que l'information qu'on envoie, elle arrive vraiment à destination auprès de quelqu'un. C'est ça, communiquer. Donc, je vous invite vraiment à noter ces questions essentielles et à vous poser dessus pour concrètement réfléchir la prochaine fois que vous allez rentrer dans cette démarche de communication. C'est quel est votre objectif à travers ces communications que vous êtes en train de préparer? À qui vous adressez ces communications? Vraiment? C'est quoi le public? C'est pas juste vos followers. Hein. Vos followers, il y a vos familles, vos amis, peut-être des collectionneurs dedans, peut-être d'autres personnes qui sont des catégories potentiellement différentes, mélangées. Donc, il vous faut une audience. Il vous faut qualifier vraiment les interlocuteurs à qui vous voulez adresser ces communications. Donc, qui sont-elles, ces personnes? Qui vous voulez toucher? Quel est le message que vous souhaitez délivrer derrière, évidemment? Quelle est l'info que vous voulez donner? Et enfin, est-ce que votre message, il est incarné? C'est-à-dire, est-ce que la façon dont vous communiquez vous ressemble vraiment beaucoup et est-ce qu'elle est, entre guillemets, un peu différente? Est-ce qu'elle vous appartient? Parce que si vous communiquez de la même manière que tout le monde, on pourrait se dire que c'est moins impactant. Et que vous êtes artiste, vous avez une identité, vous avez un positionnement d'artiste, donc vous avez tout intérêt à incarner ça aussi dans vos communications. Voilà. Pareil, je vous ai préparé une petite slide bilan, puisque communiquer, c'est bien, mais mesurer ses communications et suivre ce qu'on a fait, ses performances, c'est encore mieux. Donc moi, je vous invite en fait voilà, à travailler votre communication par rapport aux questions que je vous ai présentées juste avant. Et dans 3 mois, 6 mois, faire le point, prendre vos statistiques, noter le réseau social qui est concerné, ou la newsletter, ou le site web, qu'importe. Voir si l'objectif que vous étiez fixé est rempli, comparer les données de départ avec les données que vous observez aujourd'hui. Est-ce que vous avez plus de monde, moins de monde? Est-ce qu'il y a plus d'engagement, moins d'engagement? Est-ce qu'il y a plus de vues, moins de vues? Est-ce que c'est toujours pareil? Vous voyez, vous devez un petit peu mesurer pour faire l'état des lieux. Sinon, vous continuerez à faire de la communication comme ça, pour faire de la communication, et vous perdrez du temps et de l'énergie plutôt qu'aller vers votre stratégie. Donc, évidemment, après avoir fait ces constats, vous ferez certainement des ajustements. Voilà. Même moi, je le fais encore. Tous les 3 mois avec Céline qui travaille avec moi sur la communication. On regarde qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui n'a pas plu, comment mon message ont été bien délivrés, voyez, et après on adapte sa stratégie. Enfin, ma stratégie, en l'occurrence. Voilà, j'espère que ça résonne. On est presque à la fin. J'ai vraiment... Il y a 87 slides. Je vous ai préparé 87 slides. 96, vous vous rendez compte? Et j'avais peur que ça soit pas suffisant. Allez, on continue. On va vers la dernière ligne droite. Construire son écosystème d'artistes, donc se développer. Voilà, j'avais mis une image de petites graines qui poussaient pour faire une belle fleur. C'est exactement ce que vous êtes. Vous avez planté des graines et vous êtes encore en train de pousser. Donc, vous devez vous concentrer sur qui peut changer votre quotidien d'artiste, qui peut faire switcher les choses, qui peut vous aider à passer un cap. Et je vous invite à réfléchir par catégorie. Des catégories que vous allez intégrer à votre réseau. Des catégories que vous allez intégrer à votre écosystème et qui vont en fait graviter autour de votre activité d'artiste. Ces catégories, ça peut être des collectionneurs, des organismes publics, des organismes privés ou même des apporteurs d'affaires. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir voilà, à quelle catégorie vous pourriez inventer ou faire pousser en fait à côté de vous pour vous mettre au centre et faire graviter ces catégories autour de vous pour vous développer encore et vous apporter des opportunités. On va parler de mon exemple en tant qu'artiste, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'étais danseuse. Comme ça vous donnera un exemple un peu concret et ça pourra aussi aider les danseuses qui sont là ce soir, parce que je sais qu'il y en a. J'ai eu l'immense surprise de constater que le podcast Être artiste, par exemple, inspirait aussi des artistes du monde des arts vivants. Donc, j'en suis ravie. Concrètement, mon écosystème d'artiste en tant que danseuse professionnelle, ok? Qu'est-ce que ça pourrait être?
Sur une partie catégorie client, ça pourrait être par exemple de faire des prestations privées pour des mariages, pour des anniversaires. Je suis danseuse de cabaret dans une compagnie. Enfin, je suis plus depuis décembre. Mais la compagnie, voilà ce qu'elle pouvait prétendre en fait dans son écosystème de clients sur la partie privée. Mais ça peut être aussi des organismes publics, comme des représentations et des shows dans des villes ou pour des communes en fête, par exemple. La compagnie vient et en prestation vend ça très concrètement à la ville. Ça peut être aussi des organismes privés, comme des représentations à l'occasion d'anniversaires d'entreprise ou dans le monde de la restauration et du secteur hôtelier, qui ont beaucoup d'argent pour financer ce type d'opération artistique, par exemple. Et dans les apporteurs d'affaires, je vous rappelle, c'est vraiment les autres organismes qui pourraient faire appel à vous et qui vous apporteraient un business que vous n'aurez pas eu tout seul. Par exemple, les agences événementielles. Les agences événementielles, elles sont à la recherche potentiellement de compagnies, de danseuses pour créer des moments magiques avec leurs clients. Donc, en faisant appel à nous, elles nous apportent leurs clients. Je vous invite à réfléchir à votre propre cas d'artiste à vous. Concrètement, comment vous pouvez remplir votre écosystème d'artistes? De quel type d'acteurs vous pouvez vous entourer pour avoir des opportunités supplémentaires à ce que vous avez aujourd'hui? Vous pouvez noter les catégories et réfléchir là-dessus. Finalement, je veux vraiment que vous compreniez que, comme dans un océan, vous avez besoin de plusieurs espèces dans votre écosystème pour vous développer. Vous ne pouvez pas compter que sur un ou deux acteurs dans votre écosystème. C'est vraiment en vous entourant de différentes catégories que vous allez pouvoir vous développer. Donc, recherchez les personnes aussi qui appartiennent à ces catégories. Recherchez-les grâce à LinkedIn, grâce à la presse, grâce aux réseaux sociaux. Et entourez-vous ensuite d'elles concrètement en prenant contact pour que cette personne vous rencontre votre démarche d'artiste, fasse connaissance avec vous aussi. L'art de la prise de contact, c'est aussi l'art de rentrer en relation pour ensuite faire agrandir votre écosystème d'artistes. Voilà. Et ne plus, en plus, se sentir seul, tout en gardant les rênes. Donc, mon conseil pour rentrer en contact et être efficace, c'est de vous décentrer. Je sais, c'est pas toujours facile parce qu'on a toujours envie de parler de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, de ce qu'on est. Mais moi, je vous recommande beaucoup, dans le monde de la prise de contact, de vous décentrer et de vous mettre à la place des autres pour créer finalement l'engagement et la prise de contact. Se mettre à la place des autres, c'est savoir ce qui les intéresserait, eux, chez vous. Qu'est-ce qui pourrait les séduire? Qu'est-ce qui pourrait leur plaire? Quelles sont leurs problématiques? Et si vous vous intéressez à ça et qu'après vous vous présentez, vous allez faire mouche. Vous allez créer chez la personne, en fait, qui est votre interlocutrice, une forme d'empathie. Cette personne va se dire, mais cette personne m'a comprise. Elle sait ce qui me chagrine, elle sait ce que je recherche, elle sait ce qui me passionne. Et en plus, elle me présente sa démarche qui est en parfaite cohérence avec cela. Donc voilà, l'art de la prise de contact, c'est l'art d'être empathique et de se mettre à la place des autres, de comprendre les autres pour ensuite leur amener sur un plateau qui vous êtes en les touchant au cœur de ce dont ils ont besoin et envie. Vous devez donc vous intéresser à eux pour les convaincre et les persuader de rejoindre votre écosystème. L'expérience, c'est la connaissance. N'ayez pas peur de contacter, de rentrer en contact avec ces personnes-là. Si vous ne faites pas, vous ne saurez pas comment ça peut se passer et vous ne saurez pas si cette personne vous dira oui, non. Voilà. Donc, encore cette idée de confiance et d'audace, allez-y. Je vous ai mis un petit canevas aussi, voilà, de comment planifier ces prochaines prises de contact suite à cette masterclass. Peut-être la communication, les outils que vous allez revoir, l'écosystème de vente, ce que vous allez revoir, une petite to-do pour lister ce que vous allez mettre en place. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si ça peut vous aider à structurer vos pensées après cette masterclass. Voilà, ça sera un bon soutien. Voyez, être reconnaissant pour les forces, les talents que vous avez déjà, les rendez-vous que vous allez planifier parce que vous avez envie de planifier des rendez-vous avec telle et telle personne, parce que la masterclass vous a fait penser cette personne qui pourrait être aidante. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, mais peut-être que dans votre écosystème, elle pourrait être pertinente. Ça vaut le coup de prendre un rendez-vous. Voyez, ce genre de démarche active. Et aussi, évidemment, lister les personnes avec qui vous aimeriez prendre contact. Voilà. Dernière partie, on arrive à la fin, il est 19h59, bientôt 20h. Mes derniers conseils pour vous, pour votre développement, c'est vraiment de prendre soin de vous
et ça réellement. Donc vraiment, travaillez l'indulgence envers vous-même, écoutez-vous, essayez d'être votre propre meilleur ami. Voilà, vous êtes certainement très bienveillante et très bienveillant avec les autres, plein d'indulgence pour les autres, donc soyez-le aussi avec vous, c'est très important pour se développer. Laissez-vous du temps, laissez du temps au temps, soyez patient, ça prend du temps de se mettre en place une carrière d'artiste, donc voilà, vraiment écoutez-vous et soyez patient, cultivez cette patience, restez dans l'action, mais dites-vous que plein de choses peuvent arriver en un mois, en un trimestre, en un semestre, en un an. Donc, c'est pas parce qu'on est là au mois de mars que c'est difficile, que votre année va être foutue et que c'est catastrophique. Si vous êtes dans une démarche proactive, comme je le transmets dans cette masterclass, il y a des choses qui vont arriver, d'accord? Donc vraiment, cajolez-vous un peu et dites-vous que le temps aussi va faire les choses si vous êtes actif, si vous êtes actif et active. Et casser les schémas de pensée aussi et les stéréotypes sur ce qu'est la réussite artistique. Je sais que c'est dur parce que sur les réseaux sociaux, on voit les succès des autres, on se compare, mais rassurez-vous, hein, sur les réseaux sociaux, on voit toujours ce qui marche, on voit de la communication sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, on voit des messages qui doivent être envoyés à d'autres personnes. Donc tout ça est très stratégique, donc ne vous faites pas berner. Tout le monde a des galères, tout le monde vit des choses plus difficiles. Concentrez-vous sur vous, passez à l'action, concentrez-vous sur vos talents, vos forces, sur votre stratégie, sur les actions que vous allez mettre en place, sur votre écosystème de vente, d'artistes, et les choses vont se mettre en place petit à petit. Voilà. Donc, merci vraiment